Nous sommes avec Sarah Salman, bonjour, avec Bonjour, Philippe Bilger, avec Gauthier Lebray, avec Olivier D'Artigol et avec notre ami Gérard Carrérou. C'est toujours intéressant de se replonger dans les archives, de voir comment les uns et les autres ont réagi. Et on en parlera avec le voile, parce que le voile a pile 35 ans. C'est ça qui est intéressant. Et c'est une fracture de la société française, fracture aussi de la gauche, parce que les gens que j'ai cités, Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut, sont à gauche. Et c'est eux qui défendent effectivement cette école. La loi de 2004 à 20 ans. La loi du 15 et la loi de 2004 à 20 ans. Mais d'abord, oui, Pascal, un mot de politique. Parce que Laurent Wauquiez a fait voter, a fait élire plus exactement... Oui, parce qu'il n'a pas voté quand même directement pour elle. Une présidente... Des affaires économiques. La commission des affaires économiques a été redistribuée puisqu'elle a été présidée par Antoine Armand qui, comme vous le savez, est parti à Bercy. Donc on organise une nouvelle élection. Et les Républicains voulaient récupérer la commission des affaires économiques. Et il n'y a pas eu d'accord entre Attal et Wauquiez. Donc Wauquiez, comprenant que la commission ne serait pas récupérée par le candidat LR qui s'appelle Julien Dive, il dit à son candidat « retire-toi ». Et les LR, que font-ils au dernier tour entre LFI et le macroniste Stéphane Travert, ancien ministre de l'Agriculture, qui avait déjà dirigé la commission? Ils s'abstiennent. Et donc, la candidate LFI, Aurélie Trouvé, qui est une altermondialiste, elle vient d'Attaque, elle est anti-nucléaire, enfin vous voyez la ligne qu'elle défend, et donc elle va diriger la commission des affaires économiques. Est élue parce que les Républicains n'ont pas fait de choix et n'ont pas voté entre LFI et le macroniste. Donc, grâce à cette tactique pour que les macronistes n'aient pas la commission comme LR, eh ben c'est LFI. Ceux qui nous suivent tous les jours savent la réticence et la défiance que j'ai sur les hommes politiques. Ce matin, pour les LR, évidemment, c'est lamentable. Voilà. Si vraiment ce que vous dites est tel que ça est oui, il n'y a pas de doute sur Laurent Wauquiez, disons-le. Il s'est retiré, ils se sont abstenus. C'est lamentable. C'est lamentable. Et il ne faut rien attendre de ces gens qui préféreront vendre la France à la France insoumise que d'avoir un accord. Ça s'appelle la politique du pire. C'est tout. Ce qu'a fait Laurent Wauquiez, c'est la politique du pire. Vous ne pouvez pas parler de ces gens, Pascal. C'est Laurent Wauquiez qui inspire de manière désastreuse. Non, mais les LR pouvaient ne pas suivre la directive, ils pouvaient voter pour le candidat macroniste. Vous avez déjà vu le courage politique à l'Assemblée. Il y a un chef et après. Mon temps à dire les gens sont ceux qu'ils font. Oui, d'accord. Eh bien, Monsieur Wauquiez préfère vendre la France à la France insoumise plutôt que pour ses petits intérêts personnels. Sur Laurent Wauquiez, je suis d'accord. Je n'y peux rien. Je suis d'accord. Je n'y peux rien. Ce que je me permettais de discuter, c'était la globalisation. Sur LR. Les LR, ils ont voté pour. Ils se sont abstenus, et donc voilà. Mais c'est Wauquiez qui a été une catastrophe à nouveau. Mais les LR peuvent démissionner, ils peuvent dire on n'est pas d'accord avec Wauquiez. Pascal, arrêtez de souhaiter du courage. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas de courage que les autres n'en ont pas. Il n'existe nulle part. C'est pas parce que. Mais vous projetez votre propre caractère sur les autres. C'est pas parce que vous n'avez pas de courage que les autres. Mais c'est le contraire. Mais c'est le contraire, c'est parce que vous n'en avez pas que vous réclamez du courage des autres. Moi, j'ai toujours la possibilité, je dis toujours ce que je pense. Et donc, je n'aime pas que, en dépassant Laurent Wauquiez, vous mettiez en cause LR en général. Juste pour terminer, Michel Barnier a ensuite appelé Gabriel Attal pour quasiment s'excuser, pour dire qu'il regrettait la situation, parce qu'il faut quand même dire que la France Insoumise a maintenant la commission des finances avec Éric Coquerel et la commission des affaires économiques. On ne peut pas critiquer en permanence la France Insoumise comme le fait Laurent Wauquiez et faire en sorte qu'elle ait un poste comme il l'a fait hier. Voilà. En même temps, les macronistes, ils critiquent aussi, mais ils s'associent avec eux entre les deux tours. Hein. Mais nous sommes sans doute d'accord sur ces... Mais on peut pas dire que c'est un danger pour la... On peut pas dire que c'est un danger pour la société, c'est une menace, etc. Bah non. Non, mais il n'y a pas d'intérêt général là-dedans. Il est vrai que le travail de la commission économique a permis à notre pays, au cours des 7 dernières années, d'avoir des résultats économiques spectaculairement bons. Oui, Olivier est fan d'Aurélie Trouvé. C'est vrai. Mais on verra. Cette remarque n'est pas fausse. Non, cette remarque n'est pas fausse. Et même placée sur le coin du bon sens. Cher Olivier D'Artigol. En termes de déficit public, c'est pas... Mais vous avez parfaitement raison, mais je suis... Deux bons points. Et c'est vrai que la France Insoumise a envie de réduire le déficit. Vous avez une image. J'ai terminé l'émission, là. À 3, vous avez... trop d'infos. J'ai terminé l'émission, j'ai atteint mon objectif. À 3, vous avez une image, cher camarade. Bon, Cavaillon, dans le Vaucluse, la CRS 80.
est arrivé pour lutter contre les violences urbaines dans la commune. Vous savez ce qui s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi. 4 voitures de police ont été incendiées devant le commissariat. On peut peut-être voir le sujet de Maxime Lavandier. Tout au long de la nuit, l'unité de la CRS 81 patrouille dans les rues de Cavaillon et à proximité du commissariat. 24 heures après les faits, le bâtiment porte encore les stigmates de l'incendie, la façade noircie par les flammes. Déployée en renfort à la demande du préfet, cette unité d'une quarantaine d'hommes est une déclinaison de la CRS 8, spécialisée dans les situations d'urgence. Il va nous permettre à la fois de mener des opérations de sécurisation et de revenir dans le secteur, de revenir à Cavaillon avec plus de monde, plus de force, pour montrer que l'action de l'État ne s'arrêtera pas. Une présence renforcée visible jusque dans la cité du Docteur M, quartier gangréné par le trafic de drogue et dont l'incendie relève probablement de représailles suite à des opérations antidrogue survenues la semaine dernière. Montrer les muscles face aux trafiquants, mais également rassurer une population traumatisée par ce sinistre. On s'est réveillés très choqués, un ras-le-bol de cette insécurité permanente, quoi, et de dire voilà, on attaque la police maintenant, on en est là. C'est choquant, de toute façon c'est choquant, oui. Déjà, ils sont pas tranquilles, vous avez vu comment c'est, le soir, avant c'était jusqu'à 11h du soir, minuit on était de dehors. Maintenant à 8h, il n'y a plus personne. Une nouvelle unité devrait arriver dans la journée pour suppléer celle déjà en place. On en a beaucoup parlé hier, je ne sais pas ce qu'on peut dire de nouveau. Vous connaissez mon intuition, ce n'est que le début. Ça va être de pire en pire. La mexicanisation de la France et de certains quartiers est en route. Ce n'est que le début, rassurez-vous. Et ça sera aux habitants de s'adapter, on le voit déjà, ils se confinent eux-mêmes. Oui, ça sera les plus défavorisés, évidemment, comme toujours, qui seront... Ceux qui sont favorisés parce que les autres, ils seront dans leur beau quartier. Ils ont déjà déménagé, les autres. À moins que la puissance publique gagne la guerre face au voilà. Vous êtes utopique. Je suis content que vous parliez de guerre. 3 bons points. Vraiment, vous êtes très en forme. C'est la guerre. Oui. Ça s'appelle une guerre. Oui, on peut la gagner. Mais si on y met les moyens, oui, et de la détermination dans la durée. Je me souviens que des militaires ont dit la prochaine opération, elle sera sur le sol français. Oui, mais les militaires ne veulent pas. Ils ont raison. La prochaine opération, elle se fera peut-être sur le sol français, parce qu'il faudra aller en guerre. Vous avez dit le mot. On n'a peut-être pas suffisamment dit que sur Cavaillon, c'est suite à un résultat très positif de la lutte contre le trafic de drogue. 25 gardes à vue. Ça a été efficace. Non, mais oui. Une garde à vue, c'est pas une condamnation. Non, mais après, il y aura des condamnations. Non, mais parce que vous vous félicitez d'une garde à vue. Une garde à vue, vous pouvez ressortir comme ça, avec un rappel à la loi, avec rien. On peut faire 25 gardes à vue et 2 comparutions immédiates. Vous avez raison sur garde à vue, mais il y aura des suites judiciaires. Ah bon. Non, mais sur ce trafic. Et des sanctions exemplaires moi, j'aime bien entendre Gérard Carreau, parce qu'il vient d'un pays, si j'ose dire, où parfois on a su lutter contre cela avec efficacité. Justement, ce que je voudrais revenir sur votre introduction, sur votre éditorial. Mais on va en parler dans 2 secondes de Tourcoing. Oui, non, mais tout est lié dans cette affaire. Et les 15 ans perdus par la classe politique française, la majorité de la classe politique française, gauche et droite confondus, moi je l'ai vécu. En 1989, dans l'affaire de Creil, j'étais nouvellement à la télé, j'étais à TF1, j'étais éditorialiste du 20h. Poivre d'Arvor présentait le 20h et j'étais tous les soirs éditorialiste. J'ai eu à commenter cette affaire de Creil. D'ailleurs, je vais faire sortir par TF1, leur demander la bande des commentaires que j'ai faits. J'étais pratiquement le seul analyste politique de toutes les chaînes de radio, de gauche et de droite, je dis bien de gauche et de droite confondus, qui ait pris la position que j'ai prise, qui était de dire attention, on ne peut pas accepter, le proviseur de Creil a raison, on ne peut pas accepter que ces filles... J'étais, y compris... à l'époque, j'étais sympathisant de gauche, j'étais plutôt rocardien. Dans ma propre cercle d'amis, on me disait mais tu es fou, c'est pas du tout la ligne dominante. Et la ligne dominante qui a été exprimée par le Premier ministre, par Lionel Jospin, et ensuite par le Conseil d'État, et ensuite par tout le monde. La gauche et la droite ont été ou bien d'une incapacité à discerner ce qui allait se passer, ou bien d'une lâcheté, ou les deux à la fois. Alors, puisque vous en parlez... Et je me suis fait critiquer.
par ma propre fille de 10 ans qui me disait « Mais papa, pourquoi tu dis ça à la télé alors que les petites filles, elles ont le droit de mettre le voile à l'école si elles veulent ?» Voilà ce qu'on se disait à l'époque. Puisque on va avancer, je le dis pour Marine Lançon, et on va commencer par ce reportage d'Antenne 2 qui est présenté à l'époque par notre excellent confrère William Lémergie et Patricia Charnelet. Donc on est en octobre 89. J'avais prévu qu'on traite ça parce que ce que vous dites est évidemment passionnant. Et parce qu'il n'y a qu'un homme, d'une certaine manière, qui n'a pas eu la position du reste de la classe politique, on l'écoutera tout à l'heure, mais personne, je dis, c'est la première fois que l'islam arrive dans la société française. Exactement. Avec une revendication identitaire. C'est la première fois. Oui. Et j'ai envie de dire, il n'en sortira plus, puisque l'islam entre, et pourquoi pas d'ailleurs ? C'est une autre culture, c'est des demandes différentes. Voyez d'abord le reportage, et dans ce reportage, moi j'aimerais bien savoir si cet homme est d'ailleurs toujours de ce monde, il y a le proviseur de Creil. Chénière. Je voudrais vraiment qu'on l'invite, et je ne sais pas s'il nous entend, ce proviseur, mais je voudrais vraiment qu'il vienne 35 ans plus tard nous parler. Regardez ce reportage, il est formidable, on est en 89, c'est sur Antenne 2. C'est aujourd'hui un débat national en France. Au départ, quelques jeunes filles musulmanes qui portent leur foulard à l'école. Exemple, un collège de Creil dans l'Oise. Le responsable de l'établissement leur demande de le retirer dans les salles de cours. L'affaire connaît une série de rebondissements et aujourd'hui, tout le monde s'en mêle, les responsables religieux et politiques. Chantal Kimerlin est retournée ce matin à Creil. Voici son reportage. Un collège sous haute surveillance ce matin, un collège et une direction volontairement ferme. Il faut affirmer le principe de laïcité de l'école française et veiller à la bonne marche de l'établissement. Il y a un certain végétariat attaché à la personne de ces jeunes filles. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait temps de parler aussi des professeurs, qu'il serait temps de parler aussi du système public d'éducation, qui a, je crois, son mot à dire. Je ne pense pas être particulièrement ferme sur des principes qui, dans le fond, ne sont pas remis en cause par les gens sérieux, car à travers l'histoire, ils ont fait la preuve qu'ils étaient le seul rempart à la barbarie et aux affrontements interculturels, intercommunautaires, aux affrontements civils. Donc ceci n'est remis en cause par personne. Je ne suis pas particulièrement ferme, je fais tout simplement mon travail. Aujourd'hui, Fatima, Leïla et Samira ont encore 3 possibilités pour suivre les cours. Revenir au collège avec le compromis accepté, le foulard dans les couloirs, mais pas dans les cours. Demander une dérogation pour aller dans un autre collège ou alors s'inscrire à des cours par correspondance et l'éducation nationale offre de prendre en charge l'inscription financière. Après une course-poursuite hors du collège, nous avons pu seulement échanger quelques mots avec Fatima, tirée derrière la porte de son appartement. Fatima nous a paru être brisée par les événements et ne comprenant plus rien, n'a rien. C'est formidable d'entendre ce que dit ce proviseur, son intelligence, sa lucidité. Et il dit les gens sérieux. En fait, c'est les politiques qui ont fait n'importe quoi. Les spécialistes, et on lira tout à l'heure, les spécialistes, ceux qui réfléchissent un peu, pas simplement les hommes politiques qui parfois agissent sous la démagogie, mais Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut. J'ai l'article, la lettre qu'ils écrivent au ministre de l'Éducation nationale. On est le 2 novembre 89. Il faut que les élèves aient le plaisir d'oublier leur communauté d'origine et de penser à autre chose que ce qu'ils sont pour pouvoir penser par eux-mêmes. Si l'on veut que les professeurs puissent les y aider et l'école rester ce qu'elle est, un lieu d'émancipation, les appartenances ne doivent pas faire la loi à l'école. En autorisant de facto le foulard islamique, symbole de la soumission féminine, vous donnez un blanc-seing aux pères et aux frères, c'est-à-dire au patriarcat le plus dur de la planète. En dernier ressort, ce n'est plus le respect de l'égalité des sexes et du libre arbitre qui fait la loi en France. Et c'est Elisabeth Badinter qui écrit ça en 1989. D'un même mouvement, elle s'offre au monde de l'entreprise et aux dignitaires religieux. C'est une école à vendre.
Une école asservie à la loi du milieu et au particularisme extérieur. Dans notre société, l'école est la seule institution qui soit dévolue à l'universel. C'est pourquoi les femmes et les hommes libres ne sont pas prêts à transiger sur son indépendance de principe, etc. Mais lisez ça, il faut republier ça. Le désastre de l'éducation nationale aujourd'hui vient du fait que depuis, on a fait tout le contraire. C'est formidable cette tribune. Si, non, mais qu'on a introduit tout ce qu'on était à l'extérieur au sein de l'école. Mais le Nouvel Obs, à gauche, et je crois qu'on a vu la une du Nouvel Obs, ne capitulons pas. Alors je voudrais qu'on écoute ce que dit à l'époque Lionel Jospin. Oui. Alors, Lionel Jospin, ce sont des affaires difficiles parce que les avis divergent et d'ailleurs pas en fonction forcément des clivages politiques. Alors, quelle est la position du ministre de l'Éducation sur une affaire comme celle-ci ? D'abord, je voudrais quand même dire que ces affaires sont limitées. C'est-à-dire que de nombreux enfants d'immigrés ou d'origine, par ailleurs, confessionnelle différente, sont accueillis par les écoles, et notamment par l'école publique, sans problème. Et j'ai envie d'ajouter une deuxième chose. Je ne suis pas sûr, bon, on a posé des questions de principe, c'est sûrement utile, mais je ne suis pas sûr qu'on ait intérêt à braquer les médias à chaque fois qu'il y a une petite fille qui va avec un foulard sur la tête dans une école. J'ai l'impression qu'il faut traiter ces problèmes avec calme et avec discrétion. Si à chaque fois on en fait une affaire nationale, on ne nous aidera peut-être pas à les résoudre. L'école, en France, doit accueillir tous les enfants. Bien. L'école ne doit pas être un lieu de refus ou d'exclusion. Et, à mon avis, le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure ou pour ne pas l'accepter à l'école. Bon, et là, je vais vous proposer d'écouter Jean-Marie Le Pen. On est en 1989. C'est une interview qu'il donne à Pierre-Luc Séguillon. Il s'est mis hors jeu, à juste titre, par ses propos sur les chambres à gaz, qu'il a qualifiés de détails de l'histoire. Donc le paradoxe, c'est que Le Pen est le premier artisan de la défaite du combat qu'il mène, puisqu'il ne faut surtout pas dire, comme lui, au risque d'apparaître comme une proximité idéologique. Mais je vous propose d'écouter ce qu'il dit en 89 là-dessus à Pierre-Luc Séguillon dans une interview sur le voile. Écoutez. Le Pen, je reviens un instant sur cette affaire du voile que j'évoquais tout à l'heure. En quoi, à votre avis, le port du voile islamique, à l'école, j'entends, altère, compromet, porte atteinte à la liberté des autres écoliers? Oui, je crois que ça ne se situe pas du tout sur ce plan-là. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam vous fait peur? Ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce qu'il est en formidable expansion démographique et en formidable tension religieuse. Et dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable. Mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les forces en expansion, d'une volonté de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur. Des deux religions, les deux religions actuellement principales en France, du christianisme ou de l'islam, y en a-t-il, sont-elles de même valeur ou à votre avis, y en a-t-il une qui a une supériorité sur l'autre? Bien sûr que oui, il y en a une qui est chez elle ici, dans son espace historique, c'est la religion chrétienne. La religion islamique, l'histoire en a ainsi décidé, a eu sa zone d'expansion ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux religions de nature très différente. Car il y en a une qui mêle de façon, en quelque sorte, inextricable le social, le politique et le religieux, c'est l'islam, et l'autre où cette séparation s'est faite peut-être même de manière excessive. Or, il faut savoir que la terre d'islam, c'est une terre sur laquelle s'applique la loi de l'islam. Et si vous acceptez de donner à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam à l'Europe, à ce moment-là, vous serez contraint de donner l'un après l'autre, l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, à des exigences de plus en plus fortes pour imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la façon de penser. Or, nous avons droit français à nos lois, à nos mœurs. Et si les gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints
comme moi je le suis quand je vais à l'étranger, à respecter nos lois, nos mœurs et nos coutumes. Bon, c'est toujours... Ça, c'est le carillon, donc je dis, à Thomas, il est de plus en plus fort, le La carillon. sonnerie a encore changé. Il a encore changé ?